La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux demi-finales au programme des Evala ce jour dans le canton de Tchitchao. Les Evala de Bou ont affronté ceux de Fatou. La deuxième demi-finale a mis aux prises la coalition Hazel Orou et Kigbaling. Des combats en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement et d'une foule nombreuse. Et puis, du pain à base de farine locale, une solution à la pénurie de farine de blé, de la farine de manioc, de maïs, de soja, de sorgho ou encore de mil incorporé à la farine de blé, des céréales qui donnent plus de valeur nutritive au pain. Les différentes variétés de pains locaux à découvrir dans ce journal. C'était le titre de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Au programme des Evala, ce jour, deux demi-finales. Dans le canton de Tchitchao, la première demi-finale a mis aux prises les Evala de Bou et ceux de Fatou. La deuxième demi-finale a été marquée par la rencontre entre la coalition Hazel Orou et Kigbaling. Parmi les spectateurs, le chef de l'État, Fort Issozimna Nyasimbe, et des membres du gouvernement. Ramdan Bassina. Pas de temps d'observation entre les lutteurs de Bou en blanc et Fatou en rouge. Jeunes, courageux et pleins d'énergie, les Evala de Bou enchaînent les victoires sur ce terrain de Kazangabio sous le regard admiratif du chef de l'État Fort Issozimna Nyasimbe, les membres du gouvernement et une foule nombreuse. Ce rite initiatique légué de génération en génération est une fierté culturelle. Je suis très content parce qu'après 2 ans, on a pu reprendre les événements. Donc, on a besoin de conserver la tradition. Donc, c'est quelque chose que nous, les jeunes aussi, nous devons prendre ça au sérieux pour maintenant garder nos coutumes. En tant que Evala, c'est la fierté pour moi de lutter et de vaincre mon adversaire. Score pour cette première demi-finale, 21 pour Bou et 19 pour Fatou. Les jeunes lutteurs appelés Arosa debout se sont inspirés de leurs aînés. Ils remportent la rencontre par 19 à 8. Sur le terrain annexe de l'EPP central de Tchitchao, la coalition Hazel Lao en blanc se mesure à Kigbaling en vert. Au fil des empoignades, la détermination des Evala de la coalition finit par payer. Score 19 à 11. La fierté d'appartenir à une communauté unie et forte se lit sur les visages à travers chants et danses.
Les Arosa de la coalition s'offrent la rencontre 11-5. Evala, un ring à ciel ouvert en pays cabiais. Des blessures légères ou graves peuvent être causées par des chaudes empoignades. Même blessé, c'est une fierté pour chaque participant de revenir lutter pour laver sa dignité. Environ 4000 blessés sont enregistrés chaque année d'après la fondation Nyasingbe Eyadema pour l'éducation et la santé. Alors, question ce jour, comment se passe la prise en charge des blessés aux Evala et Kwesala? 2 jours de lutte, 5 blessés graves, plus de 300 blessés légers. Sur le terrain, les lutteurs ne sont jamais à l'abri du danger. Évacués en cas de blessure, les Evala sont envoyés aux points focaux pour être pris en charge. Les types de lésions que nous enregistrons, il s'agit des entorses, des déboîtements, les fractures, qu'elles soient ouvertes ou fermées, les étirements. Les blessés légers sont soignés sur place dans les points focaux. Les blessés graves sont évacués vers les centres de référence. Ici, c'est le CHR Kara et le CHU Kara. Le dispositif sanitaire est implanté sur tous les terrains retenus pour les Evala. Comme sur ce terrain de Kasagabio, dans le canton de Tchitchao, on peut enregistrer près d'une trentaine de blessés et ce n'est pas tout. Ce matin, nous avons commencé par un cas étrange, la morsure de serpent. Si je considère les éditions passées, à tout ça, il faudra ajouter la morsure de chien, puisque pendant cette période, le Evalou est parfois amené à aller prendre son chien. Et on peut enregistrer des morsures de chien. Par référence aux dernières éditions, nous enregistrons en moyenne sur toute la préfecture de la COSA, une fois les Evala terminés, 3000 à 4000 blessés. Et de ces blessés, on enregistre comme blessés graves 50 à 70. La prise en charge des blessés des Evala est assurée par la Fondation Nyasingbe Eyadema pour l'éducation et la santé. Elle est aidée par les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge togolaise. Pas de répit pour les agents. Ils se relaient jusqu'à la fin de la compétition. Les luttes Evala riment également avec un petit commerce, une occasion d'affaires pour les commerçants, des revendeuses de Tukutu ou la boisson locale, aux étalages de barbecue de viande de porc en passant par les vendeurs de beignets, des gâteaux ou encore de sandwichs. Désiré Aloye. Il y a à boire, à manger et plus impressionnant, à guérir des maladies. Cela fait quelques jours que Parfait Zangué, tradithérapeute, a pris place ici dans l'enceinte de l'EPP Tchitchao Centre. Il forme, sensibilise et instruit les populations sur la guérison à base des plantes. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de populations qui souffrent et ils sont ignorants des plantes et que nous vivons avec tous les jours. Je suis venu seulement un peu élargir leurs connaissances. Dans notre métier, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire tellement de faux. Bon, nous on les apprend d'abord comment utiliser ça pour se guérir avec d'abord, avant de faire la promotion de nos médicaments. Mais vous n'êtes pas obligé, ils ne sont pas obligés d'acheter les médicaments. Mais ils sont obligés de suivre ceci, par exemple, avec ça là qui vivent tous les jours, à la maison. Ce petit marché occasionnel va s'animer jusqu'à la fin des luttes Evala. L'ambiance n'est pas comme pour les autres années précédentes, selon les témoignages. Cependant, les vendeurs ne se plaignent pas. Ils arrivent à trouver pour leur compte. Par rapport à des années précédentes, l'ambiance était beaucoup mieux plus que cette année. Parce que avec Corona et on a suspendu. Bon, je suppose que les gens pensaient que ça n'allait pas marcher comme avant. Donc, on rend grâce à Dieu qu'on a pu faire quelque chose. Avec l'ambiance, on gère. Sinon, le marché, ça va. Ça va. Mais les porcs sont chers actuellement. Mais les clients, ils sont là, ils consomment. Malgré c'est cher, mais ils consomment. On va voir. Avec le temps, si c'est moins cher aussi, on va essayer aussi d'augmenter le volume. Sinon, ça va.
les gens sont là. Les gens sont là. Même, actuellement, même, on ne s'attendait même pas. Malgré la Covid, mais c'est bon. C'est aussi l'occasion pour les élèves en vacances de se faire un peu de sous. Même au marché, la fête s'invite. On chante, on danse après quelques pots de tchouk. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre d'échange sur la paix et le vivre ensemble. Il s'est agi à Awagombe, dans le Gou, d'appeler la population à la culture de ses valeurs pour davantage construire un pays uni, gage d'un développement économique et social. Un message des cadres du parti Unir, section Ogou. Sylvain Abdou. Vers la culture de la paix et du vivre ensemble, des valeurs au cœur de cette séance de sensibilisation ici à Awagombe dans le Gou. Une séance pour entretenir les populations sur ces notions prônées par le chef de l'État en vue de la construction d'une nation forte et prospère. Outre ce message, celui d'informer la population sur l'opération de chirurgie de la cataracte initiée par le chef de l'État à l'endroit de tous les Togolais. Après les savanes, Kara et Centrale, cette opération démarre le 11 juillet pour le compte de la région des Plateaux. Un message pour susciter un engouement autour de cet ambitieux projet qui vise à offrir une meilleure santé aux populations. C'est normal que les autorités descendent pour expliquer les nouvelles donnes à la population et les encourager. C'est d'abord parler de cataracte, opération zéro cataracte, initiée par le chef de l'État, le président de notre grand parti, et sensibiliser la population sur la cohésion et le vivre ensemble. Et comme l'occasion s'y prête, la délégation a fait un tour au centre médico-social de la localité, une visite pour s'assurer du fonctionnement de ce centre de santé engagé dans la prise en charge des populations. Une manière pour elle de toucher du doigt les réalités en vue d'engager des actions visant à garantir une meilleure santé aux patients. Je vais vous faire saliver un peu du pain à base de farine locale, une dynamique enclenchée pour faire face à la pénurie de farine de blé. Les boulangers et pâtissiers sont justement formés à Lomé sur l'utilisation efficiente des farines panifiables, notamment la farine de maïs, de mil, de sorgho et de manioc. Clarisse Aticlé. Depuis cette tribune, les boulangers et les pâtissiers du Togo sont appelés à changer de méthode. Incorporer les farines locales, notamment celles du manioc, du soja, du maïs, dans la préparation du pain doit désormais être la donne. Pour les boulangers et les pâtissiers comme Rova, la dynamique est bien accueillie. C'est une bonne initiative parce que ça va éviter ce qui s'est passé ces derniers temps à Lomé pour courir de gauche à droite pour chercher les farines de blé. Donc, en plus de ça, ça fait travailler d'autres personnes, du champ jusqu'à la production. Je tiens à exhorter les autres à consommer les produits qui sont chez nous. Ainsi démarrent les séances de sensibilisation et d'information des boulangers et les pâtissiers du Togo à l'utilisation efficiente des farines panifiables. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La modératrice de la session n'est pas passée par 4 chemins. Selon elle, face à l'urgence actuelle, l'utilisation des farines locales s'impose aux boulangers et les pâtissiers. Ce qui nous attend serait encore plus grave si on ne se lève pas tôt aujourd'hui pour trouver des substituants à la farine de blé pour faire le pain et les produits pâtissiers que nous connaissons. Donc nous devons nous lever et commencer à utiliser cette farine-là pour faire booster aussi la production au niveau des champs qui vont nous fournir la matière première pour fabriquer ces farines-là. Ce qui vient devant serait plus grave. La production de 2021 ou 20 ne peut pas sortir, ça pourrit. On n'a pas pu faire la culture cette année. Donc 2023, imaginez ce qui va se passer. Donc nous devons manger ces pains-là. Prochaine étape, les régions où 25 boulangers seront formés. À leur tour, ils auront à initier 400 autres personnes, de telle sorte que d'ici à 2023, tous les producteurs de pain de mie ou de pain sucré ou salé soient formés. Des farines locales, notamment celles de manioc, de maïs, de sorgho, de soja ou encore de mil incorporées à la farine de blé pour produire du pain, c'est possible.
Loin de dénaturer ou d'altérer le goût, ces céréales donnent plus de valeur nutritive au pain. Découvrons ces différentes variétés de pains locaux et leurs valeurs nutritives. Clarisse Aticlet. Du mil moulu est transformé en farine. Il sera incorporé à la farine de blé à hauteur de 25% pour la fabrication du pain de mil. Le maïs, le sorgho, le riz et le soja peuvent également entrer dans la fabrication du pain. Par exemple, ce pain est fait à base de la farine de l'igname. Il y a eu l'incorporation de la farine d'igname à 20%. Celui-ci est fait avec le soja. Celui-ci est fait à base de la farine du sorgho. Donc il y en a plusieurs pains. Là, celui-ci, c'est un pain rustique. Il est fait à base de la farine complète. Tous ces pains existent sur le territoire qu'on peut demander. Je fais du pain à base de toutes sortes de farines, notamment la farine de maïs, manioc, sorgho et soja. Marcel est formateur en boulangerie-pâtisserie. La technique est enseignée dans son centre de formation. On travaille avec toutes sortes de céréales ou bien de tubercules. Voilà, donc il y a certains pains qui sont à 27%, d'autres sont à 40%, d'autres encore sont même à 50%. Donc c'est un centre de formation qui forme les jeunes. Maman Abadji est boulangère. Depuis 2010, elle fait toutes sortes de pains à base de manioc et d'autres céréales du terroir. Elle se réjouit de voir cette approche accompagnée et vulgarisée par le gouvernement togolais. Il y a à peu près 4 mois, on a une pénurie de farine de blé. Mais moi, je n'ai pas eu de problème parce que j'avais l'habitude de travailler avec les farines locales. Je remercie le gouvernement pour la vulgarisation de la méthode. Le pain et ses dérivés à base de farine locale ont été l'option des boulangers et pâtissiers du Togo pour pouvoir juguler la pénurie de la farine de blé induite par la crise russo-ukrainienne. La qualité nutritionnelle même de ces produits encourage leur consommation. Pour ceux qui ne consomment pas du pain, le pain à base de farine locale est très bon. En plus d'être délicieux, il est très facile à digérer. Il y a une grande différence au vu de la saveur. Donc chaque pain prend la saveur de céréales qu'on a utilisées. Et c'est plus nutritif. Il n'est pas blanc, c'est un pain qui est assez vitaminé. En incorporant les céréales dans le pain, c'est vraiment nutritif. Le sorgho, c'est conseillé à une femme enceinte parce que ça donne du sang. Donc c'est comme ça dans les différents céréales. Ils ont des trucs spécifiques qui sont vraiment positifs par rapport à notre santé. Croissants, biscuits, cakes et d'autres produits de boulangeries et pâtisseries produits à base de farine locale. La consommation locale est en marche et ce sera un plus pour l'économie togolaise. La journée du jeune et femme entrepreneur est à sa 4e édition au Togo et cette année c'est la ville de Kara qui l'accueille. La rencontre vise à renforcer le potentiel créatif des jeunes et des femmes entrepreneurs et faire évoluer le potentiel économique de cette préfecture. Ramdan Bassina. Il y a des potentialités économiques dans la préfecture de la Kosa. Il faut les faire éclore, les valoriser pour promouvoir l'économie locale. Les 4 communes de la préfecture et le cabinet Yilim, spécialisé dans le mentorat et l'expertise d'entreprise, s'y attellent. La 4e édition de la journée du jeune et femme entrepreneur entend donner des chances égales aux jeunes entrepreneurs. Avec tous ces partenaires qui sont avec nous, nous espérons pouvoir apporter des réponses réelles afin que les jeunes et femmes de cette préfecture puissent trouver des solutions réelles à leurs difficultés dans leur localité, pour retenir les compétences, pour retenir les cerveaux, pour retenir ces jeunes et femmes. Et qu'à travers ces initiatives, aussi modestes soient-elles, qu'on puisse observer un changement dans l'économie locale et que nous puissions, en tant que jeunes et femmes, apporter notre pierre à l'édifice. Formation, conférences, rencontres B2B, expositions, ventes sont à l'agenda de cet événement. L'initiative vise à accompagner les projets du gouvernement en faveur du jeune et femmes entrepreneurs togolais. Je suis transformateur. Je suis de l'agroalimentaire. Je transforme le soja, le maïs et puis le gingembre. Depuis fort longtemps, j'attendais une opportunité comme ça pour que je puisse
aller plus loin. J'étais comme un aveugle. Aujourd'hui, Hilim me permet d'aller plus loin en me tirant de par cette idée. Nous transformons les produits tels que le soja, le sorgho et les farines, le manioc. Comment nous aider à ce que nos produits que nous faisons, nous produisons, et comment les mettre sur le marché. Donc leur présence est très salutaire pour nous. Au sortir de 3 jours de rencontre, les jeunes entrepreneurs seront renforcés dans leur savoir-faire et savoir-être, des impératifs pour une activité viable. À la primature, la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe s'est entretenue avec le directeur général de Orabank Togo, Guy Martial Aouna. Ce dernier a exposé au Premier ministre les ambitions de sa banque pour le développement du pays, ambitions relatives à la feuille de route gouvernementale. Yasmine Kodia. Les discussions entre Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe et le directeur général de Orabank Togo, Guy Martial Aouna, ont porté sur l'accompagnement de cette structure financière dans le domaine de l'agriculture et de l'inclusion financière placée dans les priorités de l'action gouvernementale. Le domaine de l'agriculture a été un des objectifs de financement d'Orabank pendant plusieurs années. Nous avons financé dans le cadre du PAEGSP et du MIFA beaucoup de projets. Nous avons des résultats qui sont probants, mais nous avons aussi su tirer les leçons de cela. Et il faut noter que même s'il y a eu Covid, entre Covid et la guerre actuelle, ça a aussi démontré qu'il y a une opportunité au niveau de l'agriculture dans un pays comme le Togo, en faisant de la transformation de nos produits et en limitant ainsi les importations. Le but de ces réflexions que nous sommes en train de mener à Orabank, c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut accompagner le monde agricole, le monde informel, les jeunes, les femmes, pour saisir toutes ces opportunités. Le groupe Orabank est né au Togo, descendant de la Banque togolaise de développement. Elle avait pour mission d'appuyer les projets et programmes agricoles. À l'étranger, l'Union africaine fête ses 20 ans. Beaucoup de réalisations, davantage de défis à relever. L'organisation rassemble à ce jour 55 pays qui se sont associés pour construire une Afrique unie, intégrée et prospère. Voici la première session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était il y a 20 ans à Durban, en Afrique du Sud. L'Union africaine naissait officiellement. Depuis 2017, elle est composée des 55 pays d'Afrique. L'organisation est calquée sur celle de l'Union européenne avec, entre autres, un parlement, une commission, un conseil de paix et de sécurité, une cour d'appel africaine des droits de l'homme et une banque centrale. Le colonel Muammar Kadhafi, président de l'Union africaine en 2009, rêvait d'une États-Unis d'Afrique, une utopie qui n'a pu se concrétiser, les intérêts politiques et économiques des États ne convergeant pas toujours. Dès sa création, l'organisation aspirait à régler seule les problèmes du continent. Aujourd'hui encore, elle a pour ambition de garder cette ligne et condamne par principe tous les coups d'État. En 2 décennies, elle est devenue un acteur majeur dans la résolution des crises politiques, sociales et économiques du continent. Récemment, c'est le président angolais João Lourenço qui a été désigné pour trouver un consensus dans le conflit qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo au sujet des rebelles du M23. Mais l'organisation semble impuissante face aux défis djihadistes qui touchent la bande sahélo-saharienne comme au Mali. Elle a aussi été critiquée pour son silence en 2014 lorsque Blaise Compaoré cherchait à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Niveau économique, l'Union africaine voulait réduire sa dépendance financière vis-à-vis des donateurs extérieurs. Actuellement, 65% de ses finances viennent de l'étranger. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, son rôle reste flou. Selon une récente étude, plus d'un tiers d'entre eux se sentent étrangers à elle ou n'ont pas d'opinion à son sujet. La guerre en Ukraine, les sanctions européennes prises à l'égard de la Russie, l'Europe et le monde entier font face, entre autres, à l'augmentation des coûts de l'énergie. Vladimir Poutine est revenu sur les conséquences sur le marché mondial de l'énergie.
En Belgique, le chèque carburant établi à 200 € en mars dernier est passé à 255 € début juillet. Il concerne 21% des ménages du pays et a été mis en place pour aider les Belges à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Une flambée des prix qui touche toute l'Europe, conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes prises à l'égard de la Russie. Et la situation pourrait encore s'aggraver si l'on en croit Vladimir Poutine. Tout cela montre une fois de plus que les sanctions prises contre la Russie font précisément beaucoup plus de dégâts dans les pays qui les imposent. Sans exagérer, la poursuite de cette politique de sanctions pourrait avoir des conséquences encore plus graves, voire catastrophiques, sur le marché mondial de l'énergie. Vendredi, devant le Parlement slovène, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur les graves conséquences de l'invasion russe sur les prix alimentaires et énergétiques mondiaux. La Russie a fait grimper les prix du gaz en Europe à un niveau sans précédent, en limitant délibérément l'offre au mépris des règles du marché. À quoi cela a-t-il conduit? À une inflation catastrophique. Si les prix des ressources énergétiques n'étaient pas si élevés, les conséquences ne seraient pas si douloureuses pour les gens en Europe. L'effet de la guerre en Ukraine se fait sentir dans le monde entier sur l'alimentation, l'énergie et les budgets. Tel est le constat dressé par ailleurs vendredi lors d'une réunion ministérielle du G20 en Indonésie. Tous les participants se sont inquiétés de la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie et ont réaffirmé que la crise actuelle ainsi que les questions liées à l'accessibilité des ressources, leur prix et leur durabilité continueront d'entraver la reprise mondiale. Fin juin, le Parlement européen a approuvé un plan visant à accélérer le stockage de gaz naturel dans les pays de l'Union européenne avant l'hiver, alors que la Russie réduit toujours davantage les approvisionnements gaziers des 27. Ceci dit, retour en page nationale et je vous fais à présent lecture de ce communiqué des forces armées togolaises. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022, une explosion survenue dans le village de Margba, préfecture de Tone, a causé la mort de 7 personnes et fait 2 blessés. Alerté, un détachement de l'opération Kundouare s'est rapidement porté sur les lieux pour secourir les blessés. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. Dans ces circonstances de vive douleur et d'émotion, le chef d'état-major général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs la population à éviter les déplacements nocturnes non essentiels dans le respect scrupuleux de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes. Signé général de brigade Maganawe Dadja, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Une balade littéraire pour terminer avec Au balcon des dieux de Toba Tanama. Journaliste de formation, l'auteur fut directeur de l'information et de la communication à la présidence de la République. Alors, de quoi parle l'ouvrage? Tchazinambaga. Au balcon des dieux. D'emblée, le titre intrigue. Pour l'auteur, Toba Tanama, ex-directeur de l'information et de la communication à la présidence de la République togolaise, ce n'est qu'une savante analogie pour décrire le milieu qu'il a fréquenté pendant 4 ans, le périmètre immédiat du chef de l'État, Gnazingbe Eswazamna. Dans cet opus de 261 pages, subdivisé en 3 grands parties, il partage son expérience, une vue panoramique qui se veut précise de son aventure au service de la communication présidentielle, mais pas que. Les 4 années ont été presque un prétexte pour écrire ce livre. Mais avant de parler de la communication à la présidence, il parle bien des expériences que j'ai pu avoir en tant que directeur d'agence. Je suis journaliste de formation moi-même. Le livre parle également un peu des différentes stratégies qu'on peut avoir en termes de campagne électorale, sachant que j'ai fait un parcours un peu au Bénin avant d'arriver au Togo. Le livre parle également un peu d'histoire, un peu de politique, fait un peu de la biographie, parce que j'essaye de percer un peu la personnalité du président Faure Gnassingbé, même si c'est un peu prétentieux. La fonction que j'occupais m'obligeait à connaître pour pouvoir décrypter certains faits, certains gestes, certains silences, certains actes ou attitudes que le président actuel pouvait avoir. Préfacé par Patinde Francis, journaliste, enseignant à Sciences Po Paris,
L'œuvre lève un coin de voile sur la personnalité du président de la République, connu pour sa discrétion et sa réserve naturelle. C'est un président qui a fait le choix du silence. Il le sait très bien. On dit souvent qu'il est difficile de prêcher un convaincu. On n'a pas affaire à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne parle pas. Même s'il y a eu beaucoup plus de prises de parole, il faut le reconnaître. Et comme il le dit si bien, il préfère que les actes parlent à sa place. L'ouvrage est publié au Bénin aux éditions Eiram Livre. Pour l'auteur, il s'agit de graver son passage dans le marbre et laisser ainsi des traces aux générations futures. Quand on peut laisser des exemples, qu'ils soient bons ou mauvais, il faut le faire. Il faut en parler pour donner l'occasion à ceux qui viendront demain d'en tirer les leçons nécessaires. En fait, c'est l'objectif premier du livre. Ce n'est pas un livre de leçons, ce n'est pas non plus un manuel de politique. Ça n'a absolument rien à voir. Et quand on lit bien entre les lignes, on y découvre une pratique de la présence de quelqu'un au haut lieu. Je raconte des anecdotes, pas beaucoup, parce que l'objectif aussi n'est pas de révéler des secrets. Quand on a eu la confiance des dieux, on ne le trahit pas. Mais ce n'est pas non plus du griotisme. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, tel que moi je l'ai connu en 4 ans, n'a jamais demandé qu'on le loue. Il veut qu'on le perçoive tel qu'il est, avec ses faiblesses et ses forces. Écrit dans un style romanesque accessible, Au balcon des dieux est destiné à tout public. Cependant, journalistes, communicateurs et politiques peuvent y trouver leur compte. J'essaie de théoriser un peu une partie de l'histoire politique de notre pays. J'essaie de revenir un peu également sur la crise qu'on a connue en 2017-2018. Je pense qu'il faut théoriser ça pour en tirer les leçons nécessaires. Qui voudrait s'aventurer sur le balcon des dieux y trouvera quelques recettes distillées tout au long du livre. Le premier de Toba Tanama, un coup d'essai qui se révèle un coup de maître. Il espère récidiver très prochainement pour le bonheur des bibliophiles. Je vous fais à présent le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 37 624. 16 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 129. 5 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 220. Et le nombre de décès qui reste donc inchangé, 275. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué des forces armées togolaises. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022, une explosion survenue dans la ville de Markba, préfecture de Tonne, a causé la mort de 7 personnes et fait 2 blessés. Alerté, un détachement de l'opération Kondouari s'est rapidement porté sur les lieux pour secourir les blessés. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. Dans ces circonstances de vive douleur et d'émotion, le chef d'état-major général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs la population à éviter les déplacements nocturnes non essentiels dans le respect scrupuleux de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes. Signé général de brigade Maganawe Dadja, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de réalisation. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.